Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la une. Honneur aux Lions du beach soccer. Ils ont remporté hier leur 4e titre de champion d'Afrique devant le Nigeria, pays organisateur. Ligue 1 sénégalaise, le Giraffe s'empare de la tête. Mais Génération Foot tisse sa toile lentement mais sûrement. On fera le point de la 7e journée qui a vu le derby de la Petite Côte finir en match nul. Le match de gala d'Afrivac a vécu ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor malgré la présence de nombreuses stars. Le public n'a pas répondu à l'appel. La CAN de handball, plus de 2 semaines après l'amère disqualification des Lions, la pilule a toujours du mal à passer. Nous aborderons le sujet avec nos 2 invités. SOS Gazelle au service de l'enfance. Nous irons à Sali et dans les îles du Saloum où des stars du sport mondial ont répondu à l'appel de Christine Chaplin. Et puis en fin de magazine, les buzz du web comme tous les lundis. Les slaloms de Lionel Messi à l'honneur ce soir et les projecteurs du stade Léopold Sédar Senghor qui ont pris feu également ce samedi. Voilà le sommaire de ce magazine. Dans quelques instants, le développement. Bonsoir Malal Junior Diagne. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir à nos invités, bonsoir à tout le monde. Justement nos invités, Adia Mama Sissé, vice-capitaine des Lions du handball qui est là. Bonsoir Adia. Bonsoir. Et bonsoir également à Sambou Biagui, le chargé de com de la Fédération sénégalaise de handball. Bonsoir. Bonsoir, cher. Voilà, en deuxième partie de notre magazine, nous aborderons donc cette campagne des Lions qui s'est très mal terminée avec cette disqualification. Mais en attendant, la bonne nouvelle du week-end, Malal Junior nous est venu du Nigeria avec nos Lions du beach soccer. Qui ont gagné pour la 4e fois de leur histoire la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Lions ont dominé les joueurs du pays organisateur, le Nigeria, sur un score de 8 buts à 4. Une belle victoire que nous compte ici Mamoudou Fall. « 8-4 score final. En finale face aux Nigérians. Au Nigeria, le Sénégal a fait très fort lors de cette CAN 2016 de beach soccer. Les Sénégalais ont remporté leur 4e titre continental. Très expérimentés, les Lions ont étouffé les Eagles sans trembler. Momodou Silla a triplé. Babacar Fall, auteur d'un doublé. Lansana Diassi, Pape Modundoy et Hamidou Bari ont inscrit chacun un but. Les protégés de Ngale Silla ont fait un parcours exceptionnel. Un parcours sans faute lors de cette compétition. Les Lions ont aligné que des victoires jusqu'au sacre. Le Sénégal a battu le Maroc, le Madagascar, la Libye, l'Égypte et le Nigeria. Tout le mal que l'on souhaite à nos Lions de football lors de la CAN 2017 en janvier prochain au Gabon. Voilà, les Lions du beach soccer encore sur le toit de l'Afrique, j'imagine, Sambou Biagui. Vous avez suivi de loin cette campagne de nos Lions qui confirme encore sur le continent africain que le Sénégal est la meilleure équipe en termes de football de plage. Oui, il faut féliciter les Lions du beach soccer. Je pense que les Lions du beach soccer. Ah ben, très bien. Voilà, le mot est toujours dans la bouche, hein, voilà. Dans les Lions, voilà. Alors, les Lions du beach soccer, vraiment, qui se sont battus. Mais pour moi, c'est une récompense à un travail accompli. Parce que d'abord, le Sénégal était sur le toit du monde avant la formalisation de notre championnat de beach soccer. Aujourd'hui, avec cette formalisation, le Sénégal se hisse à nouveau sur le toit du monde. Je pense que c'est une belle récompense. Mais peut-être ce qu'il faut préciser, c'est que au niveau de la FIFA, c'est peut-être la 2e compétition qui est reconnue par la FIFA. Parce qu'avant, la compétition n'était pas reconnue au niveau de la FIFA. Et quand la FIFA s'est accaparée en tout cas de la chose et a demandé aux fédérations de s'organiser comme le football féminin pour pouvoir organiser le championnat, des championnats nationaux. Et je pense que c'est cela qui est en train de payer pour le Sénégal. Au début, c'était Chita qui était là, qui organisait des tournois de gauche à droite. Mais malgré tout, il se faisait une équipe pour aller représenter le Sénégal. Et il gagnait aussi
Et avec la formalisation de ce championnat, forcément, il faut qu'il y ait un résultat. Donc, bravo aux Lions. Alors, bravo aux Lions. J'imagine que c'est une fierté de voir des compatriotes triompher sur le continent africain. Pour nous, chaque équipe, que ce soit de football, de volley ou basket qui gagnera, ce sera une récompense pour nous et pour le pays entier. Donc, on est fiers d'eux et on espère que ça continuera encore longtemps. Voilà. Malal, et peut-être, bon, voilà, on était un peu mécontents, fâchés avec le titre perdu avec le handball. Non, ça n'efface pas, la désillusion. Oui, mais bon, même si c'est bon d'en prendre. Mais ça nous redonne un peu le sourire pour dire tout simplement c'est le Sénégal qui gagne. Voilà, vous avez entendu Adia Mama Cissé, Malal. Le beach soccer, la discipline pratiquement qui amène le plus de succès sur le plan des sports collectifs au Sénégal, mais quand même, ce sont ces sportifs également qui rencontrent plus de problèmes. Le voyage a été calamiteux, le retour pareil, mais quand même, je pense qu'il est temps qu'on leur accorde, je ne sais pas, plus de considération. La considération qu'ils méritent. Il faudrait qu'il y ait plus d'organisation déjà au niveau de la logistique, au niveau de la planification de leur voyage, mais également il faudrait qu'on leur consacre beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de considération parce que c'est une équipe qui se prépare souvent à la plage de Djamalai. Souvent le public n'y assiste pas, les gens ne collent pas à l'activité, mais ils tiennent des promesses quand ils vont en campagne, ils disent on va gagner la Coupe d'Afrique pour les Lions du beach soccer. Ils y vont, ils réalisent un carton plein. Ils ont joué 5 matchs, ils ont gagné tous les matchs. Donc je pense que l'État du Sénégal devrait maintenant être plus regardant, plus attentif aux besoins de ces joueurs du football de plage, puisque on a beau dire, ils sont champions d'Afrique à 4 reprises. Et ce n'est pas rien. Et Biagui, je pense que vous l'avez signalé tout à l'heure, l'organisation de ce championnat local quand même, je pense que ça a beaucoup aidé cette équipe nationale du Sénégal qui a survolé la compétition. Ils n'ont eu que des victoires. Je pense que donc ça a été une bonne chose pour la Fédération sénégalaise de football d'instaurer ce championnat local de beach soccer. Oui, c'est une très très bonne chose parce que quand il y a une organisation, il y a forcément des résultats qui suivent derrière. Je pense que vous avez posé une question tout à l'heure qui a son importance par rapport en tout cas à cette considération qu'il faut apporter au beach soccer. Je pense que peut-être avec cet engouement ou cette volonté de la fédération de formaliser tout, de mettre sur pied vraiment un championnat, peut-être que cette année, ils vont essayer encore de faire mieux en impliquant les autres localités du pays. Parce que nous avons joué un championnat à Dakar à Saint-Louis. Et c'est terminé. Et ça nous rapporte ça. Et imaginez si demain on parvenait à jouer partout au Sénégal. Ça veut dire tout simplement que voilà, le beach soccer va... Si notre football sur le terrain ne marche pas, au moins le beach soccer sera là pour maintenir le ballon qui est rond, qui est comme le ballon de terrain. Et le football... Juste ajouter également que la FIFA, il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a 15 jours de cela, organisé un stage de formation avec des entraîneurs venus des différentes régions du Sénégal. Ça veut dire que maintenant, on a la qualification nécessaire pour aller monter des équipes dans les régions, surtout là où il y a le littoral. Au Sénégal, on a 700 km de littoral, donc on peut avoir au moins une dizaine d'équipes et avoir un championnat d'un très bon niveau, ce qui va nous permettre de nous préparer pour la Coupe du Monde et d'aller titiller les grands de ce monde. Et justement, cette Coupe du Monde qui va se dérouler aux Bahamas, je pense quand même le Sénégal a sa carte à jouer. Oui, justement, mais pour confirmer ce que vient de dire Mal, parce que la FIFA, dans le cadre de ses subventions aux fédérations nationales, a accordé une part importante au beach soccer. C'est pour permettre aux fédérations de développer cette discipline qui est aujourd'hui reconnue par la FIFA. Et c'est dans tous les sports. Vous regardez le volleyball, le handball, dans toutes les instances internationales, on demande aux fédérations de développer le sport à la plage. Et c'est important. Et je pense que cette part accordée au beach soccer dans la subvention de la FIFA, peut-être va permettre en tout cas au beach soccer sénégalais, comme vous l'avez dit, de pouvoir aller partout au Sénégal. Parce que c'est 700 km de côte, c'est pas petit. Et
quand le Sénégal va au championnat du monde avec ces conditions-là, avec cet engouement, cette volonté de vouloir faire, je pense tout simplement que le Sénégal peut aller très loin, surtout que le Sénégal connaît très bien c'est quoi une Coupe du Monde. Voilà, Ousseynou Ndiaye, ceux qui suivent l'actualité du beach soccer le connaissent, il a encore été très bon durant cette CAN 2016. Le capitaine des Lions qui a été excellent, qui en est à sa 8e participation à une CAN, a été élu gardien du tournoi. Je vous propose de suivre son portrait à signer Mamadou Fall et Hamza Diallo. Son titre de meilleur gardien de but de la Coupe d'Afrique n'est pas usurpé, car le capitaine des Lions de la plage, Ousseynou Ndiaye, a assuré lors de cette compétition. Le gardien de l'USO a été irréprochable durant toute la Coupe d'Afrique de beach soccer. Pougin a joué sa 8e CAN et décroche son 4e titre avec les Lions. Son talent et son expérience ont joué un rôle important lors de cette compétition au Nigeria. Il est là dans l'équipe depuis 2007. Je crois que c'est le plus expérimenté de l'équipe, bien qu'il ne soit pas le plus âgé. Donc ouais, je crois que lui, il sait ce qu'il doit faire. Et en même temps, il est devenu le capitaine de l'équipe. À 27 ans, Ouzin compte poursuivre l'aventure avec les Lions de la plage. Là, c'était plutôt Ibrahima Ndiaye, Chita et non Badar Azar, comme vous avez pu le lire sur les synthés. Alors Malal, là, nous allons au stade Demba Diop. C'était cet après-midi où le Giraffe de Dakar a repris son bien. Oui, ils ont repris leur place de leader, les Verts et Blancs de la Médina, en battant l'AS Douanes sur un score d'1-0. Une victoire qui permet donc à l'équipe d'être seul leader de cette Ligue 1 à l'issue de la 7e journée. Était au stade Demba Diop pour nous, Cheikh Sadibou Diarra, Cheikh Tidiane Dione et Diafra Sakho. C'est à la 70e minute que l'AS Giraffe va marquer le but de la partie. Une frappe travaillée d'Ousmane Gassama qui permet à l'équipe de la Médina de retrouver le chemin de la victoire et la place leader. La première période a été un peu difficile pour la Giraffe parce que d'habitude on maîtrise bien notre sujet. Mais aujourd'hui nous avons eu quelques défaillances sur le plan technico-tactique, sur le plan du jeu. Bon, c'est à la mi-temps que j'ai profité de cette mi-temps pour faire quelques corrections, amener quelques changements. Et ces changements nous ont porté beaucoup de bien. Et ces changements avec la rentrée d'Ibou Diop et fidèle, l'équipe a mieux joué, on a tenu le ballon, on a essayé de jouer, on a proposé du jeu et c'est la suite qu'on a marqué le but. Ousmane Gassama, 4 buts cette saison, est l'auteur des 2 derniers du Giraffe. Et pourtant, Malik Daf refuse de parler de Gassama dépendance. Gassama, s'il marque, c'est les autres joueurs qui lui donnent le ballon parce que c'est un effectif, c'est un groupe qui travaille. S'il a la chance de tomber sur le ballon, mais il a la chance de tomber sur le ballon, il a marqué. Comme Gassama, moi je l'ai eu, je l'ai pris de la Racing Club, personne ne le connaissait. Je l'ai fait un joueur, je le connais. Donc il me connaît aussi, il travaille comme les autres. C'est vrai que ces temps-ci il est en forme, il est beaucoup plus réaliste comme les autres. L'AS Douanes a enregistré ainsi sa 4e défaite de la saison, la faute au manque de réalisme de son attaque. Et il compte y remédier au plus vite possible. On n'a pas du costaud devant, c'est trop faible devant, trop faible. Il n'y a pas trop de qualité devant, je veux dire. Il n'y a pas de qualité, quoi. Et puis bon, tu sais, quand tu rates. Quand ça se retourne vers toi, ben, surtout les équipes comme les Girafes, quand tu les rates, tu ne te rateront pas. C'est comme ça, heureusement, il y a le mercato qui arrive. On va quand même s'en charger. La gamme offensive, ça, on en a besoin. Les leaders de la Ligue 1, avec 14 points, l'AS Giraffe reçoit Guédiawaye FC lors de la 8e journée, tandis que Douane va défier Bourg-Petite-Côte, une journée prévue ce vendredi 23 décembre prochain. Voilà, le Giraffe donc qui profite de cette journée pour s'emparer de la tête du classement. D'ailleurs, tout à l'heure, nous ferons le point. Denis Biramdao, Génération Foot, qui était leader provisoire depuis hier, a dicté sa loi à Tenguet FC dans le derby de Rufisque. Et c'est Ibrahima Niane qui va ouvrir le score à la 16e minute. L'attaquant donc
de l'équipe nationale U20 très en forme qui bat le gardien de Teungueth FC donc sur cette belle frappe. À la 53e minute, il va récidiver donc Ibrahim Niane, ce qui porte son total à 6 réalisations, faisant de lui le meilleur buteur du tournoi. Justement, Biagui, vous êtes surpris donc je sais pas, de l'acclimatation de ce jeune homme qui vient de la Ligue 2 et qui s'impose vraiment en Ligue 1? Non, ça ne me surprend pas trop parce que je l'ai vu évoluer contre la Tunisie en éliminatoire. Je pense qu'il a de très bonnes dispositions dans le jeu, sur les balles arrêtées. C'est quelqu'un qui s'imposait déjà et à mon avis, il a été très bien formé. Je pense que ça ne me surprend pas trop, surtout que l'année dernière, nous avons vu une équipe de Génération Foot qui, même si elle ne jouait pas en équipe en Ligue 1, quand même était dans les coupes. En finale, en demi-finale, en Coupe du Sénégal. Qui a fait l'Afrique. Voilà, qui a fait l'Afrique. Donc, c'est un jeune qui progresse et qui peut nous valoir plein de satisfaction. Aujourd'hui, bon, Génération Foot ne souffre pas trop de l'absence de Ismaïla Sarr. Voilà, et à la 65e minute donc, de ce match, c'est Malik Cissé qui va donner plus d'ampleur à la victoire des académiciens qui s'imposent 3-0 et qui sont deuxièmes au classement. La prochaine journée, ce sera donc Génération Foot qui va recevoir le champion en titre à Denis Biramdao, l'US Gorée. Ce dimanche au stade Demba Diop également, Gorée recevait le Casa Sport de Ziguinchor et c'est Aliou Badji, l'autre international U20 de cette équipe du Casa Sport qui va ouvrir le score donc sur coup franc, comme vous le voyez à la 7e minute. Un très joli coup franc signé Aliou Badji qui fait plaisir à Diamama Cissé ici sur le plateau. Le Casa Sport, très heureux donc de retrouver son attaquant buteur fétiche. Il sortira malheureusement sur blessure à la 36e minute. À la 51e, Abdoulaye Diakham sur corner va égaliser pour les champions en titre, l'US Gorée, donc qui égalise et qui aurait pu dans les ultimes minutes gagner ce match. Le Casa Sport qui décidément n'arrive pas à gagner sans son attaquant Aliou Badji qui est sorti sur blessure. Malal Junior Diagne. Ben oui, c'est des jeunes joueurs qui ont une expérience assez forte, assez intéressante également sur le plan international, puisqu'on se rappelle que cette équipe nationale des U20 a remporté le tournoi de l'UEMOA à Saint-Louis. Ils sont allés le remporter au Bénin, au Togo. Ils sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique et ces joueurs ont été en club en Afrique également. En plus de la formation au quotidien avec les encadreurs qui sont au Casa Sport, qui sont à Génération Foot, c'est des jeunes, mais des jeunes qui réfléchissent comme des grands, qui sont aguerris et qui ont de l'expérience. À côté de cela, il y a le talent naturel qui fait que ces gens-là sont des canonniers qui vont parler la poudre à chaque fois et c'est bien pour le spectacle. Voilà, il y a 15 jours de cela, il était ici sur le plateau de Sport à la Une et c'est un garçon qui a confiance en lui et qui veut terminer la saison au Casa Sport malgré les sollicitations des clubs étrangers. Justement, il y avait également le derby de la Petite Côte. Oui, à 70 km de Dakar, le derby de Mbour qui opposait le stade de Mbour à l'équipe de Mbour Petite Côte. Un score nul de but partout à départager les deux équipes. Pour autant, le président du stade de Mbour a dénoncé des fautes d'arbitrage. Nous allons suivre la réaction des entraîneurs du stade de Mbour et de Mbour Petite Côte. Il y a un goût d'inachevé parce que c'est un match qu'on nous devions remporter. Je pense que l'équipe a fait l'essentiel, c'est-à-dire garder le jeu, conserver le ballon et créer des occasions de but. Et maintenant, il fallait le concrétiser et ça n'a pas été le cas. On a marqué une seule fois alors qu'on pouvait marquer au moins 4-5 fois dans ce match-là. Bon, l'équipe de Mbour n'ayant pas d'argument a compris qu'il fallait mettre les parties physiques pour s'en sortir et elle l'a réussi. C'est un derby qu'on vient de jouer, on a pris un point. Mais moi je dis que par rapport au contenu de ce match-là, on pouvait gagner ce match-là. Parce que d'abord on prend un but très tôt, là on n'était pas en place sur une erreur individuelle.
Mais on a su réagir après, garder le jeu, garder le ballon dans le camp adverse, se créer beaucoup d'occasions même, avoir beaucoup d'occasions en première période. Malheureusement, on n'a pas su les mettre dedans. Mais néanmoins, on s'est créé quelques opportunités. Voilà, donc on fait le point de cette 7e journée. Les résultats au complet. NGB US Wakam, ce sont les Wakamois qui s'imposent 1-0 et qui stoppent la belle série de Nyaritali US Corée Casasport. 1 but partout. Génération Foot, vous l'avez suivi tout à l'heure, qui a battu Tenguet FC 3-0. Ndiambour, Djambar, match nul, 1 but partout. Guédiawaye Football Club qui bat Lingard de Saint-Louis 1-0. Et puis match nul, 1 but partout entre Mbour Petite Côte et MPC. Djaraf qui bat l'AS Douane 1-0. Ce qui donne au classement Djaraf de Dakar leader avec 14 points. Deuxième, Génération Foot 12 points. Troisième, Djambar 12 points également. Et en bas de tableau, les deux relégables. La Lingard de Saint-Louis 13e avec 5 points. Suivi du Ndiambour de Louga 14e avec 4 points. L'Axe Nord qui va toujours très mal dans ce championnat national. On va aller non loin de la zone rouge de la Ligue 1 pour parler de la Ligue 2 avec la 7e journée qui a vu Africa Promo Foot s'imposer devant les étudiants du Duc sur un score d'1-0. C'était ce dimanche. 1-0, c'est également le score entre l'Olympique de Ngor et Mbargué en faveur des Ngorois. Même score entre Etix et Kayor Foot Pro. Etix a battu Kayor Foot Pro. Ndargué a partagé les points avec Diamono Fatick, 1 but partout. Ce lundi, a noté également le match nul blanc 0 partout entre Port et la Sonacos. La Pekin a partagé les points avec Yogo 1 but partout, alors que Dakar Sacré-Cœur a corrigé la Renaissance de Dakar sur un score de 3-0 au classement. Yogo et plutôt 3-1, ouais. Voilà, 3-1 donc. Au classement, Yogo est leader avec 11 points, suivi de la Pekin avec le même nombre de points. Africa Promo également ferme le podium avec 11 points. C'est seulement le nombre de buts qui fait la différence au bas du classement. On retrouve les Tix avec 6 points au compteur, Mbargué avec 2 petites unités et Lanterne Rouge. Alors, nous allons en Mauritanie à présent, Malal Junior, où les acteurs du foot local mauritanien, en présence des légendes du foot africain, la FRIM a perpétué la tradition pour la 3e édition des FRIM Awards. Meilleur joueur, meilleur entraîneur, meilleur buteur, différents trophées ont été remis aux uns et aux autres. Une cérémonie qui attire de plus en plus l'attention des Mauritaniens avec des invités de marque. Mme Fatounoï Gorgikam pour plus de détails. Pour cette 3e édition des FFRIM Awards, la Fédération mauritanienne a mis les petits plats dans les grands. Un espace bien décoré, des artistes pour égayer les invités et des footballeurs de légende pour faire rêver. Pour grandir, il faut faire rêver les jeunes joueurs, il faut faire rêver les joueurs qui vont recevoir des prix, de les recevoir des mains de grands joueurs. L'année dernière, on avait comme invité des stars du football sénégalais et tunisien. Cette année, on a essayé d'aller vers d'autres. L'année prochaine, on peut revenir vers des footballeurs sénégalais ou d'autres, ou européens aussi. Des légendes africaines telles que Aziz Bouderbala, ancien international marocain, 2 ballons d'or africains, Lardar Belloumi et Patrick Mboma, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie organisée pour récompenser les acteurs du football mauritanien. C'est une vraie marque de reconnaissance et c'est toujours très gratifiant. J'ai découvert le royaume islamique de Mauritanie, qui est un pays très accueillant. J'ai vu qu'il y avait une vraie politique pour faire grandir le football et j'en suis très ravi pour eux. Des progrès sont retentissants et petit à petit, je leur souhaite le meilleur. Ahmad Al-Kouri du FC Nouadhibou a reçu le trophée du meilleur buteur, lui qui a inscrit 19 buts lors de la saison qui vient de s'écouler. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 24 ans. 24 ans. Ça fait combien de temps que vous jouez dans le championnat mauritanien? Ça, c'est mon première année. C'est votre première année? Avant, vous étiez où? Avec deuxième. Le meilleur joueur local s'appelle Abdoulaye Sileïgué. À 27 ans, l'homme a bien roulé sa bosse avec un passage dans plusieurs clubs du pays. Décisive avec le FC Tafrazen pour le gain du titre, Siley savoure la récompense et nous parle de son parcours. Très content. Je suis vraiment fier d'être élu comme meilleur joueur
la saison 2015-2016. Depuis 2007, j'ai débuté avec le club ASA Concorde. J'ai fait 2 ans. Après, je suis allé en Europe, en Macédoine. J'ai fait là-bas presque 1 an et demi et je suis revenu. J'ai rejoué à l'ASA Concorde 2 ans encore. Après, je suis parti au AS Czar pour 2 ans aussi. Je suis venu au Celta Varzena pour 1 saison. Après là, actuellement, je suis avec le FC Nouadhibou. Il est un homme du sérail, lui c'est Birama Gueye. Il entraîne depuis 1982. Il a tout remporté lors de la dernière saison avec son club, championnat, coupe nationale et super coupe. L'année dernière, nous avons gagné le championnat, la coupe. Nous avions gagné auparavant la super coupe. Cette année également, nous avons gagné la super coupe, la coupe de la Ligue. Tous les trophées en jeu. J'ai entraîné pratiquement toutes les équipes en Mauritanie et avec chaque équipe à la fin un titre. J'ai gagné les titres avec toutes les équipes pratiquement de Mauritanie. Tant que j'ai l'envie, moi je continue. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'âge, je commence à sentir le poids de l'âge, mais j'ai encore l'enthousiasme. Et tant que on gagne un peu, on a toujours le plaisir de continuer. Les FFRIM Awards ont décerné le trophée du meilleur joueur expatrié à Hassan Fegadi, une 3e édition qui a vu la présence de stars, mais surtout des autorités locales, ministres, opérateurs économiques ou encore diplomates, un signe de l'intérêt grandissant du peuple mauritanien pour son football. La Fédération mauritanienne de football qui continue son travail à la base pour détecter de jeunes talents. Ainsi donc, des encadreurs sont dédiés à des quartiers de la ville pour permettre donc aux jeunes de pouvoir s'entraîner et être encadrés par des gens expérimentés. Le tout pour la direction technique, c'est de pouvoir donc former et détecter des jeunes talents pour renforcer les différentes équipes nationales. Nous allons suivre les explications du directeur technique national de la Mauritanie. Je m'appelle Luis Fuertes. Je travaille pour la Fédération de la Mauritanie comme ADTN. L'objectif fondamental, c'est la base, c'est créer une bonne base. Donc ici, ce que nous avons fait, c'est chaque Mougata, il fait des sélections de foot à 7, que c'est les enfants de 9-10 ans, et des sélections de foot à 9, que c'est 11-12. Après, ce que nous faisons ici, c'est en compétition, chaque week-end, c'est l'idée. Et nous avons divisé chaque catégorie avec 3 catégories de 6 équipes. Donc l'idée c'est faire des petits championnats de 5 matchs. Donc après 5 journées, le championnat c'est fini et nous avons commencé une autre. Là-bas c'est le plus important parce que si tu commences avec des faux ou avec comment se dit, sans expérience, après c'est difficile. C'est des étapes que tu dois compléter pour suivre. Donc l'idée c'est commencer avec la base. Nous avons fait un autre projet qui s'appelle Foot à 4, que c'est pour les écoles et les quartiers aussi, que c'est pour les enfants de 6-8 ans. Nous en arrivons à présent à notre page handball. Vous le savez, les Lions du Sénégal qui ont fait un parcours exceptionnel à Luanda. Les Lions qui auraient dû jouer cette finale, mais malheureusement, la Tunisie s'est pointée avec une réserve qui a disqualifié l'équipe nationale du Sénégal, qui a été exclue et, je ne sais pas, sanctionnée, disqualifiée. Donc l'équipe nationale qui va rester pendant 4 ans sans compétir. On en parlera tout à l'heure avec nos invités, mais en conférence de presse, Seydou Diouf, le président de la Fédération sénégalaise de handball, est revenu de fond sur l'exclusion du Sénégal et les voies de recours prévues. Je vous propose de l'écouter. C'était en milieu de semaine. Il est interrogé par Mamadou Gaye. Tout a commencé lors de la préparation de la finale de la CAN. Le Sénégal bat la Tunisie en demi-finale et s'est qualifié en finale pour une première fois de son histoire. La Tunisie dépose une réserve qui a été acceptée et c'est bien la joueuse Dungu Kamara la cible. Aujourd'hui, on nous a privés de jouer la finale. Ça a créé un scandale, ça a créé de l'émoi, ça a créé beaucoup de désespoir auprès de filles qui depuis 1 an se préparaient pour la CAN. Nous estimons que tout ceci est extrêmement injuste
Et nous devons tous ensemble, pour le bien de cette discipline, au-delà des aspects de recours, mais vraiment travailler à la reformulation de nos textes. Verdict rendu, après seulement 24 heures, le Sénégal est exclu du tournoi. Pour moi, c'était vraiment un drame. Les 2 premières Coupes d'Afrique que j'avais fait, la première fois on est arrivé dernière, la deuxième fois 5e, et là on est arrivé en finale. Et au moment où on a la consécration, ils nous ont un peu tués. La Fédération sénégalaise de handball renvoie la responsabilité à la Fédération africaine de handball et précise que ce cas n'est pas nouveau. Le cas d'Oumou Kamara s'était posé en mars 2015, que la direction de la compétition avait sorti son passeport pour dire qu'elle ne pouvait pas jouer et que les instances supérieures de la Confédération, en toute connaissance de cause des règles de 3 ans, de leur texte et tout ça, considèrent que cette fille, malgré tout, peut jouer parce qu'elle n'a joué qu'en junior, se pose un problème. En plus de ça, la Fédération sénégalaise de handball a déposé un recours devant l'IHF. La voie de recours qui existe aujourd'hui, c'est la Fédération internationale. Et si demain la Fédération internationale nous déboute, malgré que nos droits ont été bafoués, malgré que nous sommes partis sur la base de droits acquis, mais le tribunal arbitral du sport est là pour juger de tout ce qui touche au sport. Une pilule difficile à avaler, car cette équipe qui a été en construction depuis 2011 vient de rater son entrée dans l'histoire du handball africain. C'est grave. Voilà, donc, alors, Adia, le coup de massue, j'imagine que c'était extrêmement difficile à vivre quand c'est tombé sur vous. Mais avec le recul, comment est-ce que vous analysez cette situation? Pour moi, ça reste très grave parce que, encore une fois, c'est toujours la CAP qui a fauté. C'est pas nous, c'est pas la fédération, c'est pas Dungu. Les gens parlent du cas d'Oumou Kamara comme si elle avait été fautive, etc. Ou la fédération avait fauté, mais la fédération n'a fauté en aucun cas. C'est la CAP même si la CAP a fauté, c'est elle d'en assumer les conséquences et en aucun cas ils auraient dû nous éliminer comme ça de la compétition après avoir fait une compétition parfaite. En sachant que ce que j'expliquais encore une fois, c'est que moi je suis arrivé en équipe nationale en janvier 2011. C'est ce qui veut dire que vous aussi, vous étiez dans le même cas que Dungu Kamara. Moi je suis arrivé en janvier 2011 en équipe nationale et je venais de jouer un mondial en décembre 2010. Donc avec la France. Avec la France, espoir. Donc c'est encore beaucoup plus court. J'ai fait un mois après, je suis arrivé en équipe nationale A. Et encore une fois, je le répète, le problème n'est pas Dungu Kamara ou le fait qu'on soit des binationaux. Le souci est que les gens ont peur de notre fédération et ont peur de notre équipe. Avant, on n'était personne et maintenant, on devient quelqu'un. Mais Sambou, vous étiez présent à Luanda. Alors, on dit que la CAP a fauté, que Dungu, depuis 2 ans, je pense, jouait pour le Sénégal. Mais ça ne veut pas dire qu'il jouait de façon légale. Oui, pourquoi c'est légal? C'est parce que le président l'a dit tout à l'heure, le cas Dungu s'était posé. Le problème, c'est ça. Le cas Dungu s'était posé. Ce n'est pas la première fois. Oui, mais quand est-ce? Expliquez-nous. C'était en mars 2015. Nous sommes en mars 2015. Le Sénégal allait à Luanda pour le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Au Tokyo. Vous savez, à la veille de chaque compétition, la fédération demande à toutes les équipes de déposer une liste. Et cette liste, dans l'administration de la CAP, de la Confédération africaine, il y a une commission qu'on appelle la commission transfert et qualification de joueurs et joueuses. Et cette commission s'occupe justement de la qualification ou de la disqualification quand vous envoyez une liste. C'est la méthode. Arrivé sur place maintenant, il y a une autre commission qui prend le relais qu'on appelle la direction de la compétition. La direction de la compétition prend la liste des joueurs en présence du délégué fédéral, prend les passeports des joueuses, la liste des joueurs pour voir exactement est-ce que la liste qui avait été envoyée elle est toujours conforme et procède également à des disqualifications et des qualifications. C'est à cette époque-là justement que cette direction de la compétition a dit que Dungu n'était pas qualifié. Et c'est le comité exécutif instance supérieure du handball africain qui l'a requalifié et toujours dans le même tournoi. Et il se trouve que notre deuxième match, c'était parce que le premier match, Dungu l'a raté, c'était contre l'Angola. Et au deuxième match, Dungu a joué contre la Tunisie qui nous avait battus. C'était en mars 2015. Après cela, il y a eu les éliminatoires des Jeux africains. Ensuite, il y a eu les Jeux africains où le Sénégal est médaillé de bronze. Ensuite, il y a eu la CAN. 6 matchs après, on dit Dungu n'est pas qualifié. Il y a Anguille sous roche. C'est pourquoi ça gêne. Mais moi, je voudrais... Oui. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur 2 choses. Parce qu'il y a le fond et il y a la forme. Pour ce qui est de la forme, tout à l'heure dans le reportage, il dit réserve. Il n'y a pas eu de réserve.
Parce que dans les textes de la CAF, on dit qu'on ne peut pas déposer une réserve après un match. On ne peut pas faire de réclamation après un match. Vous pouvez le faire, mais seulement sur des aspects techniques. Moi, je pense que ça, voilà. Le Sénégal peut se baser, par exemple, sur ces arguments pour d'éventuels recours. Mais quand même, est-ce que le règlement est clair qu'un binational, quand il change de maillot national, doit rester 3 ans sans compétir? Est-ce que c'est clair à ce niveau ou pas? C'est pas clair. Vous savez, tout le monde parle de la Fédération internationale. On oublie la Confédération africaine. C'est une compétition exclusive de la Confédération africaine. Dans les textes, on dit, voici les compétitions qui sont exclusives aux confédérations. C'est le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques, c'est les Jeux africains, c'est les championnats du monde et les championnats d'Afrique de club. Voilà les 4 compétitions qui sont exclusivement organisées par la Confédération africaine. Et c'est la Confédération, maintenant, qui doit revoir ces textes pour intégrer ça. Et c'est peut-être la raison pour laquelle la Confédération, justement, a qualifié Dungu Kamara en méconnaissant les textes ou alors en se basant sur ses propres textes. Parce que, encore une fois, vous allez dans le site de la Confédération africaine. Je fais partie de la Confédération, je fais partie de la commission communication. Mais il n'y a nulle part où vous pouvez retrouver des règlements, les règlements de la Confédération africaine. Ça pose problème. Moi, là où j'aimerais qu'on m'éclaircisse un peu ma réflexion, c'est quand sur les textes de la Confédération africaine, on dit que quand une joueuse joue pour une équipe nationale, elle doit rester 3 ans avant de changer de maillot. Il n'y a pas de spécification par rapport à la catégorisation et par rapport à l'équipe nationale A ou l'équipe nationale B. Donc comment ça se fait que les Tunisiens puissent faire tomber le Sénégal sur un point qui n'existe pas sur le règlement? Vous savez, moi je ne veux même pas parler de points parce que tout a été bafoué. Par qui? Par la Confédération d'abord. Pourquoi? Peut-être pour des intérêts. Parce qu'encore une fois, il faut le rappeler. Non, la Confédération africaine, dans un premier temps, avait rejeté c'est pourquoi tout à l'heure je parlais de forme. La réserve ou je sais pas. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de forme. Vous savez, dans ce tournoi, il y a eu 9 PV. Jusqu'en demi-finale, il y a eu 8 PV. Avec la finale, ça fait 9 PV. Le 7e PV, qui est parvenu à la Fédération sénégalaise de handball et qui est envoyé à toute la presse, c'est l'homologation des matchs parce que la direction de la compétition est la première instance. Quand la direction de la compétition a rejeté la réclamation, parce qu'il s'agit de réclamation, a rejeté la réclamation de la Tunisie a saisi le comité exécutif. Et sur place, le comité exécutif s'est réuni le même jour et a confirmé la position de la direction de la compétition. Ça veut dire tout simplement que ce comité exécutif saisi est un jury d'appel. Et le jury d'appel en Coupe d'Afrique, c'est la dernière instance où on ne peut plus faire de recours. Et malheureusement, et bizarrement, le lendemain, la Tunisie fait une autre fait un appel auprès de la Confédération encore. Toujours. Okay. Parce que le 8e PV, le 7e PV, c'était l'homologation des matchs après avoir étudié les réclamations et tout ça. Le 8e PV est venu après la saisine de la Tunisie pour faire appel par rapport à la décision de la direction de la compétition. Et c'est ça qui s'appelle le PV numéro 8. Et c'est le PV numéro 8 parce que cette commission a demandé à la direction de la compétition de bien programmer le match et que le match va se jouer entre le Sénégal et l'Angola. C'est la raison pour laquelle ils ont fait un 8e PV. Et ce 8e PV représente justement un jury d'appel. Et l'autre faute commise par la Confédération, c'est de vouloir demander un avis. Et ils ont fait l'erreur d'inscrire dans le PV, vu l'avis de la Fédération internationale de handball. Alors que la Fédération internationale est une instance de recours. Quand, par exemple, la Confédération prend cette décision, le dernier recours pour le Sénégal, ou après le premier recours du Sénégal, après la Confédération, c'est la Fédération internationale. Mais malheureusement, eux, ils sont passés directement en demandant un avis qu'ils ont exécuté. Ça a été demandé par la Tunisie. Par la Tunisie. Mais Sambou, moi j'aimerais savoir, les Lions sont allés à Luanda défendre les couleurs du Sénégal avec quel passeport? Des passeports sénégalais? Des passeports sénégalais.
toutes, elles avaient des passeports sénégalais. Elles avaient des passeports, Parce bien que sûr. le passeport sénégalais, sur une Coupe d'Afrique ou une compétition africaine, c'est notre licence, entre guillemets. Oui. Donc on a tous des passeports ça qui est le sénégalais. règlement. Ah oui, oui. C'est ça le règlement. En fait, c'est le passeport qui est valide. Mais comment ça se fait que... Et les passeports sont vérifiés devant le délégué fédéral qui vient avec les différentes couleurs des maillots. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la réunion technique qui se tient avant la compétition, c'est-à-dire la veille de la compétition. Toutes les fédérations viennent et vous présenter la liste, plus les passeports des joueurs, plus les numéros des joueuses, et ensuite les couleurs à domicile et à l'extérieur. Mais Sambou, on sait que la Tunisie, quand même, c'est une nation qui a longtemps compté dans le handball africain. Est-ce que c'est pas ce lobby, finalement, qui a eu raison des Lions? Mais c'est pourquoi moi je parle de complot. C'est un complot qui a eu, parce que tout le monde parle de la Tunisie. Mais attention, il y a d'autres entités derrière. L'Angola, le jury d'appel était présidé par le président de la fédération d'Angola, qui est un des vice-présidents de la Confédération. Et dans les textes de la Confédération, on dit le jury d'appel est présidé par un des vice-présidents. Un des vice-présidents. Sachant que vous vous organisez, vous ne devrez pas accepter d'être président d'un jury d'appel, surtout que votre pays est concerné. C'est la raison pour laquelle, pour moi, je parle de complot. L'autre partie, c'est la France. Aujourd'hui, la France peut-être se rappelle de l'équipe nationale du Sénégal de football en 2002. Ils ont formé des joueurs et l'équipe du Sénégal, avec ces joueurs formés, est allée battre la France. Et peut-être ils vont se souvenir de ça. Ils vont dire, ces gens-là, nous sommes en train de former des jeunes, ils vont les prendre et on va se rencontrer en Coupe du Monde et ils vont nous éliminer. Donc vous dites qu'aujourd'hui, la France, quelque part, regrette d'avoir perdu des joueurs comme Dongo et... Mais Adja, elle est restée, elle est partie au championnat du monde avec la France. Un mois après, elle a été sollicitée par le Sénégal. Elle a dit, mes parents sont sénégalais, je prends le drapeau sénégalais, je prends le maillot sénégalais. C'est le même cas que pour tout le monde. Pour Dungu Kamara était au championnat du monde. Dungu Kamara, on devrait sélectionner Dungu Kamara aujourd'hui peut-être pour le championnat d'Europe. Et elles ne sont pas seules. Il y a certaines qui sont en attente, qui ont aujourd'hui refusé l'équipe nationale A de la France en attendant de terminer leurs 3 ans parce qu'elles étaient seniors. Donc ça veut dire tout simplement que ça dérange. Parce que l'Angola, j'en ai parlé tout à l'heure, l'Angola ne voulait pas en réalité jouer contre le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal avait survolé cette CAN. Et tout le monde sait que le basket et le handball sont une religion en Angola. Battre l'équipe angolaise. Même si lors du premier match entre les deux équipes, l'Angola avait gagné. Mais il paraît que en fait, quelque part... c'était une stratégie de jeu. Une défaite stratégique. Oui, parce qu'on était en Angola, on est chez elle. On savait qu'on ne pouvait pas les battre 2 fois sur leur terre, c'était pas possible. Donc le coach avait décidé de faire jouer entre guillemets une équipe B et surtout garder toutes nos stratégies de jeu, quoi. Donc elles nous ont joué et même avec ça on n'a pas été ridicule. On n'a pas été ridicule. Et justement, cette sanction de 4 ans, c'est une intox. C'est une intox parce qu'on n'a jamais reçu de document attestant qu'on est suspendu pendant 4 ans. C'est une grosse intox. Mais quand vous dites que c'est une intox, quand on parle de recours, donc c'est un recours pour la qualification mondiale et non pour la sanction. Donc. Vous savez, au niveau du handball, peut-être tout le monde fait cette comparaison. Au niveau du handball, l'instance qui prend la décision de sanction est l'instance même qui prend le nombre de jours qualifiés, en tout cas qui prend toutes les décisions. Dans le PV, c'est mis Dungu Kamara disqualifié. Le Sénégal exclu pour la CAN. Voilà, il n'a jamais été question de Sénégal suspendu pour une quelconque durée. On ne sait d'ailleurs pas d'où cette information est sortie. Voilà, en tout cas, c'est une information qui a fait le tour de pas d'où vient cette information. Bon. Même nous, on ne sait pas d'où vient cette information. Mais moi, maman, en tant que joueuse, cette histoire, est-ce qu'elle vous motive pour revenir plus forte ou elle vous pousse à baisser les bras? Bien sûr que ça nous motive pour revenir plus forte parce que, je le répète encore une fois, on a travaillé dur déjà pendant 1 an et moi je suis déjà à ma 3e Coupe d'Afrique et ça m'a fait mal d'arriver au jour de notre consécration et au final se faire tuer notre finale. Après, on espère récupérer déjà notre place au mondial. Si on arrive à récupérer notre place au mondial, ce serait déjà pas mal. Et après, on aura tout le temps de préparer la future CAN qui sera à Brazzaville. Et là, ce sera en terre neutre et on verra qui gagnera. Bien sûr qu'on va attendre, on est prêt à attendre. C'est juste que
comme le disait tout à l'heure, la Tunisie a une fédération bien plus puissante que la nôtre. Chez les garçons, ils brillent depuis des années. Chez les filles aussi. Elles vont tous les 2 ans au mondial. Elles ont gagné la dernière Coupe d'Afrique. Donc leur fédération est bien plus puissante que la nôtre. Et il ne faut pas oublier que le président de l'IHF est également égyptien, M. Moustapha. Il ne faut pas oublier que parce que la vie est venue de lui quand même, est arrivée de lui. Il ne faut pas oublier que ce monsieur, en 2014, a quand même retiré au mondial garçon l'Australie, parce que l'Allemagne ne s'était pas qualifiée, et donc avait dit que l'Australie ne fera rien au mondial, donc les a gentiment mis sur le côté pour mettre l'Allemagne. Il ne faut pas oublier qu'il a déjà des méthodes pas très académiques. Il fallait forcément une équipe de l'Afrique du Nord à la Coupe du Monde, et c'est la Tunisie. Alors, Sambou l'a dit tout à l'heure, il y a cette équipe du Sénégal quand même, elle a brillé, mais elle a de la marge, et surtout des joueuses qui peuvent renforcer cette équipe à l'avenir. Bien sûr, parce qu'on a déjà une équipe super jeune. On a une équipe de moyenne d'âge, je crois que c'est 22 ou 23 ans. Donc je pense qu'il n'y a personne en Afrique qui a une équipe aussi jeune que la nôtre. Et on a beaucoup de choses encore binationales qui sont là-bas et qui attendent tout simplement le délai pour pouvoir venir en équipe nationale. Et ce qui m'a aussi fait mal au cœur, je reviens encore dessus, c'est que si on avait été jusqu'en finale, si on avait pu jouer cette finale et éventuellement gagner cette Coupe d'Afrique, on aurait eu plein de sponsors qui seraient arrivés pour nous, ça aurait pu développer le handball local. Parce que le problème actuellement du handball sénégalais, c'est que le handball local est faible. On n'a pas d'infrastructure, il n'y a pas une grosse formation des entraîneurs. Et avec l'arrivée de sponsors, ça aurait bien sûr bonifié tout ça. Justement, nous allons tout à l'heure aborder cette question, mais comme vous l'avez dit certainement, on a senti quand même lors de cette campagne partout dans le pays, lorsque le Sénégal, au début, on y croyait peu, mais au fur et à mesure, l'équipe gagnait, mais on sentait la ferveur, la population qui prêtait une grande attention à cette équipe assez lionne. Et finalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure en off, je vous l'ai dit, nous, on était abasourdis, mais vous, on ne pouvait pas imaginer comment vous avez reçu cette sanction à quelques heures, on ne dit même pas à 24 heures, mais à quelques heures de l'événement. C'était vraiment invivable. C'était, pour nous, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça nous a tués parce qu'on se lève, on va au petit déjeuner, tranquillement, on est contente, on a travaillé le soir, on a travaillé les combinaisons qu'on allait faire contre l'Angola. Et c'est même pas nos entraîneurs ou le président ou quelqu'un de la Confédération qui nous l'a dit, qui nous l'a annoncé quand même. Ce sont des gens. Il y a une cuisinière qui est venue dire ça à Dungu Camara. « Oh, désolé ». Et Dungu comprend pas très bien le portugais, du coup, elle n'a pas compris. Elle dit, je crois qu'elle a dit qu'on était éliminé, mais j'ai pas compris. Moi, c'est une Guinéenne qui est venue me voir et m'a dit, mais vous êtes disqualifié, c'est comment? J'ai dit, comment ça on est disqualifié? Et il a commencé à avoir plein de petits bruits comme ça. On est allé voir notre entraîneur non plus n'était pas au courant parce qu'il avait reçu le PV comme quoi on jouait la finale à 19h le soir. Donc personne n'était au courant. Vous êtes des disqualifiés, vous êtes les derniers à être au courant. Tout le monde était au courant sauf nous en fait. Toutes les fédérations, toutes les équipes étaient au courant sauf nous. Et le PV est sorti à midi. Le PV de disqualification est sorti à midi quand même. Et on s'est réunis dans la chambre du coach, on s'est toutes réunis, on attendait. Et là on a su réellement qu'on était disqualifiés. Mais pour nous, c'est un coup ça nous a tués parce que on ne peut rien faire, quoi. On se sent impuissant et on sait qu'on ne peut rien faire. Justement, Biagui, les voies de recours du Sénégal, quelles sont les chances que nous avons pour que ça puisse aboutir? Bon, on va pas violer la loi. La loi dit qu'il faut d'abord saisir l'IHF, qui a déjà donné son avis, hein. Même si on sait que bon, ils vont rejeter. Mais il faut suivre, il faut respecter la loi. La loi dit. La procédure normale. L'IHF, on va saisir l'IHF par rapport en tout cas à la question. Et après l'IHF. Non, c'est presque fait. Hein, c'est fait avec M. Seydou Diagne. Je ne les ai pas eu aujourd'hui, Seydou Diagne et M. Guédel Ndiaye, qui ont le dossier. Ils ont fait une réunion samedi déjà avec le président de la fédération et le dossier sera déposé. Après l'IHF, en tout cas nous avons 45 jours, hein, le dossier sera déposé au niveau de l'IHF et l'IHF va trancher. Si l'IHF considère que le Sénégal est disqualifié, ben, on va saisir le tribunal arbitral des sports. Et c'est toujours avec le même. Et nous, on compte plus sur le tribunal arbitral du sport que sur l'IHF de toute façon. Ça, c'est sûr. C'est vraiment dommage. Hein. Alors, tout à l'heure, je pense que Adia l'a évoqué. Ces résultats ne surprennent pas.
On voit que la fédération sénégalaise de handball quand même est une fédération qui travaille et qui fournit d'énormes efforts pour que cette discipline marche. Même ici au Sénégal, on a un championnat, même s'il n'est pas très relevé, mais un championnat régulier. Oui, un championnat régulier. Vous savez, nous avons pris une option depuis 2009. En fait, beaucoup ne savent pas, mais c'est un projet qui est là. C'est un projet de 10 ans, 2009-2019. Parce que nous avons inclus là-dedans la prochaine CAN 2018. Nous avons inclus le championnat du monde parce que notre objectif était la qualification au championnat du monde. Et les JO. Les JO, mais aussi la CAN 2018. Parce que même si on ratait cette CAN, on se préparait déjà pour la CAN 2018. C'est un projet qui est là et qui a été totalement épousé par le ministère des Sports. On s'est dit, d'abord, la vitrine d'une fédération, la vitrine d'une discipline sportive, c'est l'équipe nationale. Il faut avoir une équipe nationale de haut niveau. C'est la raison pour laquelle, depuis 2010, que le président est descendu sur le terrain pour aller contacter les joueuses sénégalaises qui sont en Europe. Et l'une des premiers contacts a été Adja, donc qui est venue, avec elle, les autres sont venus. Mais sur place, parce que puisque c'est important, sur place, les gens oublient que le Sénégal est champion d'Afrique en petite catégorie. Et cette petite catégorie, ce sont des joueuses sénégalaises qui sont ici. Et ce sont des joueurs sénégalais qui évoluent dans le championnat. Et ils sont issus des clubs sénégalais. Et même pas dakarois. Parce que c'est des clubs de Tivaouane, des clubs de Sokone, des clubs de Podor, et ainsi de suite. Le Sénégal est allé au Mali pour remporter 2 fois le Challenge Trophy. Le Sénégal a organisé le Challenge Trophy ici pour remporter. Le Sénégal est allé au Challenge Trophy continental pour prendre le trophée et aller représenter l'Afrique au niveau à Bulgarie au championnat du monde. Ça veut dire qu'il y a du travail qui est en train d'être fait. Tout à l'heure, elle a parlé de techniciens. Maintenant, ce qui reste, l'autre volet sur lequel la fédération travaille, c'est la formation des entraîneurs. Vous savez, si vous allez au haut niveau, surtout en handball qui est une discipline vraiment très complexe, il faut avoir un entraîneur de haut niveau. Je prends l'exemple de Fred Boujan parce que je l'ai vu à l'œuvre. Voilà un technicien qui est rompu à la tâche, un technicien qui est bien organisé. Parce qu'il y a un aspect du règlement que même certains coachs, ses collègues, ignoraient. Parce que dans le nouveau règlement, on dit, désormais, vous pouvez jouer avec 7 joueurs de champ en libérant la gardienne. Il a utilisé cela. Il a commencé à utiliser à Dakar. Mais il faut être très fort pour pouvoir réussir. Vous faites sortir votre gardienne et vous faites rentrer une autre joueuse de champ et vous êtes en surnombre en attaque. Et cette attaque doit être rapide et doit être concrétisée. Parce que le sens contraire... La roulette russe. Voilà. Maintenant, il y avait des coachs qui se demandaient, mais regardez, il y a 7 joueurs, il y a 7 joueurs. Le Cameroun. Il y a 7 joueurs sur le terrain, il y a 7 joueurs sur le terrain. Il ne sait pas qu'il y avait un règlement. C'était prévu par le règlement. Voilà. Donc c'est vraiment... Ce que j'aimerais savoir, c'est juste deux questions. C'est par rapport au niveau local. Vous êtes toutes des internationales, vous évoluez tous à l'extérieur. Est-ce que vous pensez faire des gestes pour les filles qui jouent au niveau local? Et l'autre question, c'est de savoir quel est ou bien qui est celui qui est en train de faire le tour, à part Seydou, pour convaincre d'autres joueuses qui sont en stand-by pour venir porter le maillot national? Concernant déjà le handball local, enfin, faire un geste. On ne va pas dire qu'on fait un geste, mais en tout cas, moi, à chaque fois que je suis au pays, je me presse pour aller voir le handball féminin et aussi le handball masculin, parce que le handball masculin, il faut qu'il évolue en même temps que le nôtre, ce serait quand même pas mal. Mais après, encore une fois, je le dis, je le répète, déjà, en étant championne d'Afrique, on rapporterait de l'argent et on permettrait justement à ces jeunes filles d'avoir plus de moyens. Et ensuite, on permettrait aussi au handball sénégalais d'avoir beaucoup plus de licenciés. Qui dit plus de licenciés dit beaucoup plus de potentiel pour pouvoir venir plus tard en équipe nationale. Donc, je pense que là, avec ce qu'on a réussi à faire en Coupe d'Afrique, même si ça s'est soldé par une disqualification, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se disent « Ah, mais ouais, j'ai bien envie de faire du handball maintenant. » Donc, je pense qu'on a déjà une petite victoire à ce niveau-là. Merci, Adia. Toute dernière question. Normalement, demain, vous rentrez en France, à Nice. Dites-nous, votre actualité en club? Ça se passe bien, tout va bien, on est au soleil. Le soleil, c'est la Côte d'Azur. Non, ça se passe super bien. Après, c'est la LFH, hein, la première division française.
On a 1 ou 2 matchs par semaine, donc c'est très corsé. Là, je vais revenir, je vais reprendre la préparation physique parce que je suis arrêté depuis bientôt 2 semaines. Ah, on a vu hier des Françaises qui sont médaillées de bronze au championnat d'Europe. Des collègues, hein, des joueuses, hein, des amis, hein, beaucoup d'amis dedans. Voilà, merci Adja, merci Sambo Biagui, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau de sport à la une. Malal Junior Diagne, vous allez les accompagner avec un mot de Navetan. Ben oui, à Dara Djolof où l'on a joué la finale de la zone A, une finale présidée par le premier adjoint au maire Ousseynou Seyningaï. Une fête, on peut dire, pour la jeunesse puisqu'il y avait la veille un concert et le jour, des artistes comme Aline Binder étaient à Dara pour accompagner la jeunesse de la ville. Suivons ce reportage. L'ASC Dental remporte la coupe de la zone A devant l'ASC Yakar. 3 buts à 0, c'est le score de la finale. Abou Bakriba a ouvert le score à la 7e minute de la rencontre avant que le meilleur buteur de la finale, Tchernoka, ne se signale en faisant trembler les filets adverses, d'abord à la 46e puis à la 90e minute de jeu. Une victoire nette et sans bavure selon coach Sonko qui estime que ses joueurs étaient supérieurs à ceux de Yakar pour cette finale. l'ASC Dental dafay ñëwaat benn rythme boo xam ne vraiment ñëpp ñi ngi sollicité ASC Dental bi parce que xam nañ xale yi dañoo mën football te li ñuy def ful ak fayda lañ koy defee ànd ak discipline donc man it loolu moo ma gën a am cawarte ba ma mën a def li may war a def liggéey bi ma leen waxoon yàlla def nañ ko. Le mission est accompli. Après 22 ans à une qualification en finale zonale, Ali Saleh estime que ses joueurs ont été parfaits tout au long de la saison. Malgré la défaite, il se dit satisfait de la prestation de ses joueurs. C'est la première fois qu'ils accèdent à cette étape-là. Ils ont des joueurs assez aguerris qui sont au niveau de l'ASC Dara. D'autres aussi ayant fait même la Ligue 1. Vraiment, c'est une expérience. Il faut les féliciter, ils méritent leur victoire. Mais quand on voit le deuxième mi-temps, première mi-temps, en réaction, mais c'est la loi du foot. Le parrain de la finale, Ousseynou Seyningaï, par ailleurs, premier adjoint au maire de Dara Djolof, se réjouit du bon déroulement de la fête. Je remercie également toute la population de Dara Djolof. Vraiment, je ne peux pas parce que dembu ku gis manam podium bi nim melone xamni mënuma fay jeunesse Dara Djolof tay également ku gis final bi nim démé tamit xamni vraiment mënuma leena fay ma leen di baye ak yalla mi nga xamni mom mo meuna fay yalla na leen yalla fay di profiter aussi occasion bi pour remercier ñi nga xamni ñoma jappalé ci bis bi ba mu meuna réussir ku ci melni ministre de l'industrie et des mines Ali Ngouille Ndiaye ku ci melni sama kilifa sama idole sama lepp muy Aline Badara Ndiaye Golbert mi nga xam dafa jógee ba Saint-Louis vraiment ñëw ànd ak man ci bis bi vraiment mu doon bis bu rafet. Une finale qui a été l'occasion pour la jeunesse de Dara Djolof de pouvoir assister à une soirée offerte par le parrain. Un concert a été organisé à la veille qui a vu la présence de Dof Ndeye, Père Boukhar et encore Aline Binder. Ceux-ci ont été accompagnés par les artistes de la localité pour une belle fête de la jeunesse à la veille de la finale. Une fête que Ousseynou Seyningaï compte rééditer la saison prochaine pour offrir à la jeunesse de sa localité une belle fête du football, mais également de la culture. Voilà le football européen que nous allons démarrer avec l'Angleterre. L'Angleterre où Chelsea ne faiblit toujours pas. Les Blues se sont imposés 1-0 en but signé Diego Costa. Manchester City de son côté a dicté sa loi à Arsenal. Victoire 2-1 des Citizens qui avaient concédé l'ouverture du score de Theo Walcott. Le Roi Sané et Sterling ont donné la victoire au protégé de Pep Guardiola. United de son côté va mieux également. Avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic, les Red Devils se sont imposés 2-0 à West Bromwich. En Italie, la Juventus de Turin s'est offert la Roma pour le match au sommet. Victoire 1-0. Un but signé Gonzalo Higuain. Naples qui a balayé Torino 5-3. Naples sans Kalidou Koulibaly blessé pour 2 semaines. Un quadruplé du Belge
Belge Mertens donc, a permis au Napoli de virer à la 3e place du classement. La Lazio de Rome, avec un João Baldé Keita, buteur, s'impose 3-1 devant la Fiorentina. En Espagne, le Barça a profité du voyage du Real Madrid au Japon pour réduire l'écart. Les Blaugrana se sont imposés 4-1 devant l'Espagnol lors du derby catalan. Donc, l'Atlético de Madrid, de son côté, s'est difficilement imposé 1-0 face à Las Palmas en but de Saul Niguez. En France, le Paris Saint-Germain conserve sa place de leader après sa victoire 1-0 à Darmstadt. Un but signé Douglas Costa. Le Bayern avec le même nombre de points que Leipzig, le promu, qui s'est imposé 2-0 face au Hertha Berlin. Voilà, c'était l'essentiel du football européen. Retour au Sénégal avec SOS Gazelle. Au service de l'humanitaire, la structure a accueilli des dizaines de sportifs de renom pour aider les enfants à s'épanouir, notamment avec la construction d'un centre où ils pourront pratiquer le sport. Pour en savoir plus, suivant cet élément signé Chertiyan Diop. Elle est là depuis plus de 20 ans à œuvrer pour les enfants. SOS Gazelle veut promouvoir cette couche de la société autour du sport, de l'éducation et de la santé. Pendant 3 jours, on a encadré 6 écoles sur la Petite Côte. On a un but ultime qui est de construire un centre à Saly-Joseph, sport, éducation et santé. On a récolté des fonds grâce à une vente aux enchères d'objets mythiques des champions. Et cette vente aux enchères, elle va durer tout au long de l'année grâce au site www.SOS Gazelle. Mais il y a tout un autre volet touristique grâce à Madame la ministre du Tourisme que nous avons rencontrée avec les champions sur le salon en septembre et qui a salué l'initiative. C'est dans ce but que l'association a fait venir une vingtaine de personnalités de renom pour, entre autres, valoriser la destination Sénégal. Nous sommes là cette fois-ci au Sénégal pour d'une part le marathon international, le premier, qui a été une belle réussite, et puis à travers cela le tea break pour essayer de récolter des fonds pour l'enfance et créer un centre qui sera inauguré cette semaine même, la première paire du côté de Saly. Je suis très active au niveau des associations et j'ai fait une très belle rencontre, la rencontre de Véronique Chaplin, dit Awa ici, qui œuvre pour l'association SOS Gazelle, qui en est la présidente et qui œuvre depuis 20 ans pour le Sénégal. Et nous avons ce point commun, c'est que moi je suis venue au Sénégal, j'avais 18 ans, comme elle. Et je suis tombée amoureuse, mais je ne suis pas revenue depuis 15 ans au Sénégal. Et grâce à Véronique, je suis venue ici. Et grâce à Véronique, j'ai pu approcher les enfants pour les aider grâce à SOS Gazelle, tout simplement. Je suis très pris. À chaque fois que Véronique nous appelle, on sent qu'on a le devoir d'y être. Plus l'événement se passe chez nous, au Sénégal, donc je suis plus à ses côtés pour l'aider à faire des levées de fonds pour aider les jeunes. Je supporte à 100% Awa Véronique Chaplin dans ses initiatives avec SOS Gazelle. Et aujourd'hui, grâce au sponsoring du ministère du Tourisme, j'ai la chance de découvrir mon propre pays. Donc on est aujourd'hui dans les îles du Saloum. C'est un endroit fabuleux, magnifique. Et comme vous venez de le voir, on vient juste de terminer un match de rugby avec les jeunes CRR. Bon, je ne me suis pas laissé battre, parce que tout le monde peut me battre sauf les CRR, quoi. Ça je ne l'accepte pas. Donc c'est vraiment super, on est vraiment très heureux, très contents. Ainsi, avec des champions qui s'engagent, SOS Gazelle espère matérialiser son souhait de construire un centre de sport pour les jeunes. D'autres stars étaient également à Dakar ce week-end au stade Léopold Sédar Senghor. L'équipe d'Elhadji Diouf avec les Lions de 2002 qui perd 2-1 devant l'équipe de Nicolas Anelka. Du beau monde, mais peu de public ce samedi. À Amitié, nous suivons ce reportage signé Aïssatou Païfal. Malgré l'absence du public et de Maradona, beaucoup de stars étaient présentes samedi au stade Léopold Sédar Senghor pour une bonne cause, un match de gala entre les amis d'Anelka et les Lions de 2002.
Même avec ce maigre public, les quelques supporters ont rendu un vibrant hommage à l'ancien sélectionneur des Lions Bruno Metsu, son adjoint Jules François Bocandé, mais aussi à Mawad Ouad. Match soldé par une victoire des amis d'Anelka, 2-1. Toujours un plaisir de retrouver les pelouses. C'est ça, le football, c'est quelque chose maintenant, donc il y a l'ampleur dedans. Donc quand il y a un match comme ça pour les enfants, à mon avis, on s'est réveillé, on fera attention, donc c'est un message quoi. C'est la première édition, donc si à la première, normalement il y a deuxième, mais bon, on va continuer quoi. Faire plaisir et puis voilà, c'est bon. Voilà. Ouais, c'était un engouement très bien. Enfin, il y avait du monde qui avait répondu présent. Le stade n'était pas plein, mais les gens sont venus. On voulait que ça se passe bien. Ça s'est super bien passé hier et aujourd'hui. Les gens ont répondu présent. On est parti visiter l'hôpital, on a vu comment ça se passait, on a vu les infrastructures, on a vu comment les médecins et les infirmières et les docteurs pouvaient travailler. Et ça, c'était super important de voir tout ce qui se passait sur place. J'avais dit à Eladj que je voulais casser ce record. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Et je sais qu'il va mal dormir et qu'il va vouloir faire un match retour. Et c'est avec grand plaisir que je reviendrai ici l'année prochaine, Inch'Allah, avec la même équipe. Parce qu'on a déjà gagné une fois, on pourra gagner 2 fois. Ça fait plaisir de retrouver mes frères surtout. On ne s'était pas vu depuis très longtemps, on a marqué le Sénégal avec ce qu'on a fait dans notre génération. Aujourd'hui, il faut transmettre. On a vieilli et il faut essayer d'amener un maximum de bonnes choses ici au pays. On est tous des ambassadeurs du continent africain, des ambassadeurs du Sénégal. Je pense que tous dans notre fonction au quotidien, on essaye de rendre les Sénégalais fiers de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, j'espère qu'ils ont été fiers de nous. On n'a pas gagné malheureusement. On est des compétiteurs, on aime toujours gagner les matchs. On est un petit peu déçus pour ça. Mais l'essentiel, c'était la bonne cause. Et la bonne cause, c'est la vaccination en Afrique, sur le continent africain. Le plus important pour nous, c'était justement de pouvoir marquer un petit peu les esprits sur cet événement. C'est la 4e ou la 5e édition. C'est la première fois que ça se passe avec le football. De voir tout le monde qui répond présent justement à la génération 2002 et à l'invitation. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment un honneur et une fierté. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des autres joueurs qui étaient en face qu'on tient vraiment à remercier parce qu'ils sont venus dans notre pays avec beaucoup de sympathie. Ils ont tous mis l'effort pour être là présents aujourd'hui et on ne peut que les en remercier pour tout ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui. Et remercier le peuple sénégalais, remercier le ministre de la Santé, remercier Afrivac et remercier tout le monde, RTS, TFM. Merci tout le monde. Un match de gala pour une bonne cause, pour les enfants malades. La seule fausse note, les projecteurs qui prennent feu et les vestiaires visités par des voleurs. C'est vraiment la honte. Justement, on démarre avec cet événement, ce match de gala d'Afrivac. Il y a eu des projecteurs qui ont pris feu à la tribune découverte. C'était la seule fausse note où on peut dire, voilà, comme il n'y avait pas aussi, le public n'était pas aussi nombreux. Il y avait aussi des projecteurs qui prenaient feu. C'est incroyable et j'ai jamais vu devant le ministre des Sports. On peut regarder l'élément. Alors, mais c'était quoi la cause Du coup, on voit juste, on peut voir les flammes. C'était... En direct, à la télévision, on voyait les flammes aussi. Oui, et il y a plus de peur que de mort. Parce que les sapeurs-pompiers ont... Notre stade-là a vraiment besoin de... J'imagine la peur des supporters qui étaient là-bas. Supportés par ces temps qui courent, on parle d'attentats et de ça. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. C'est une peur légitime. Nous allons en Europe, Mamadou Ndiaye, où le jeune Afghan, c'était même plutôt, je pense, au Moyen-Orient, le jeune Afghan qui a rencontré Lionel Messi. C'est le petit Murtaza Ahmadi qui a réalisé son rêve. À 6 ans, ce jeune Afghan avait ému le monde entier avec son maillot de Lionel Messi bricolé dans un sac plastique. Le 13 décembre dernier, au Qatar, il a profité d'une rencontre entre le FC Barcelone et l'équipe saoudienne Al Ahly pour rencontrer son idole et s'offrir un moment de bonheur. Regarde. Ah, magnifique.
Là, il le voit en vrai. Je pense que le petit, quand même, quand on le voit, on sent qu'il est très content d'avoir... En tout cas, moi, je ne sais pas, avant ou après la rencontre, il avait du mal à laisser partir. C'était avant. Lorsque le coup d'envoi est donné, le petit ne voulait pas sortir qu'il a fait sortir du terrain. Ça doit l'émouvoir. Très gentiment. Parfait. Voilà. J'espère qu'il va faire son maillot. Oui. Le vrai. Le vrai, oui. Voilà, il avait fait depuis lors. Voilà, c'est parfait. Voilà, nous restons avec Messi, Mamadou Ndiaye, 4 joueurs sur 5 mètres, c'est ça. Voilà, Boubondo a apprécié même hier à la télévision l'incroyable slalom de Messi. Effectivement, l'incroyable slalom de Lionel Messi, c'est un Barça de gala qui a remporté le derby face à l'Espagnol de Barça, 4-1, mais un Lionel Messi au sommet de son art. Regardez. De l'Arabo. En tout cas, c'était impressionnant quand même. C'est impressionnant, vraiment. On a vu. Moi, j'ai fait le commentaire. Le vrai Lionel Messi. C'est Serigne Diago. Xam nga Serigne Diago dañ koy ràbb. Serigne Diago na leen yàgg na. Magnifique Messi. Voilà, après Messi, il y a eu aussi l'énorme frappe de Douglas Costa. Voilà, c'est du côté de l'Allemagne avec le Bayern Munich et l'énorme missile de Douglas Costa. Regardez. Là, c'était le Bayern contre Darmstadt. Darmstadt, 1-0. Voilà, c'est splendide. Je pense que c'était un match très fermé. Il n'y avait que comme ça que le Bayern pouvait marquer samedi dernier. Le score, c'est 1-0 pour le Bayern. 1-0 pour le Bayern qui garde la tête du championnat. Enfin, la vidéo bonus. Voilà, la vidéo bonus. Un fait assez rare. Un footballeur allemand demande à l'arbitre d'annuler le penalty tout juste obtenu. Regardez. Voilà. Un joueur. Il est devenu fou. En tout cas, les défenseurs deviennent fous. Il est fair play. Non, mais c'est l'arbitre. C'est un joueur adverse qui demande à l'arbitre d'annuler le penalty. Je pense qu'il mérite le prix fair play de l'année. De l'année. Ouais, c'est en 5e division allemand. Parfait. Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux non plus. Hein. Voilà. C'est fini. C'est fini. Alors merci Mamadou Ndiaye. C'était les buzz du web et ce sont ces buzz du web qui mettent fin à ce magazine. Merci Malal. Juste remercier Elage Cham qui est à côté de la RFM, un jeune tailleur qui m'a confectionné cette belle chemise. Merci Elage. Merci Elage et pensez à nous également, Mamadou et moi. Voilà. Des compagnons de guerre. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous lundi prochain. Lundi prochain, certainement avec Mampatou qui sera là. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.